Ça marche? Voilà, merci. Je me présente, Alfonso Gomez, je suis le maire de la ville de Genève et je suis surtout en charge des questions d'égalité, de diversité en ville. Je vous souhaite donc la plus cordiale bienvenue à cette soirée d'ouverture pour la campagne 2024 sur l'homophobie, contre l'homophobie, la biphobie, la transphobie. Comme vous le savez certainement, depuis 2013, la ville de Genève propose chaque année une campagne d'affichage, d'événements, et cela en marge de la journée internationale contre l'homophobie, la biphobie et la transphobie qui a lieu le 17 mai. Cette campagne, elle permet à chaque fois de réaffirmer le soutien et la politique publique de la ville de Genève en faveur des personnes lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, intersexes, queer ou appartenant à d'autres minorités de genre ou de sexualité LGBTIQ+. Cela dans l'objectif de sensibiliser le public aux enjeux qui concernent spécifiquement ces catégories. La campagne de cette année, la campagne 2024, elle met en focus particulier sur un enjeu croisé dont on n'a pas l'habitude de le voir, c'est-à-dire les droits LGBTIQ+, et le développement durable. Elle veut nous inviter, elle le réussit du reste, à penser l'inclusivité comme une condition sine qua non de la durabilité. Comme vous le savez, les personnes LGBTIQ+ sont en effet particulièrement impactées par les changements climatiques, comme également par les inégalités sociales qui sont croissantes. On a eu l'occasion d'en parler dans divers forums. Il y a des discriminations médicales, par exemple, discrimination médicale due aussi à la précarité, les violences scolaires, les discriminations au travail, enfin, les exemples ne manquent pas. Et pourtant, les personnes LGBTIQ+, elles sont souvent absentes de la plupart des programmes des politiques publiques de durabilité. C'est notamment le cas des 17 objectifs du développement durable qui sont définis par l'Organisation des Nations Unies dans le cadre de l'agenda 2030, alors qu'elles sont tout particulièrement concernées par au moins une dizaine de ces objectifs du développement durable. Il est donc plus que temps, il faut mettre en lumière cette réalité de placer l'inclusion des thématiques LGBTIQ+, au cœur de nos efforts pour construire ces développements durables, pour construire un avenir plus juste de nos sociétés. On sait que les inégalités sociales, comme je le disais précédemment, touchent particulièrement les personnes LGBTIQ+. Elles commencent aujourd'hui à être connues. Les articulations entre elles et sont trop souvent quand même mises de côté. Mais c'est pourtant ces articulations qui expliquent en partie que les personnes LGBTIQ+ sont particulièrement impactées par le changement climatique et surtout les répercussions. On sait, par exemple, que les crises renforcent, amplifient les inégalités qui sont existantes. Les inégalités sociales, les personnes LGBTIQ+, elles arrivent ainsi face à des épisodes également de crise dans le domaine du climat, elles se retrouvent dans des situations de grande précarité, souvent en moins bonne santé, avec un moindre accès en plus à l'information ou encore avec une moins bonne sécurité d'emploi. Elles sont donc d'entrée de jeu désavantagées par rapport à d'autres secteurs de la société. Et puis en parallèle à ça, les épisodes de crise attisent en plus les discours de haine, les boucs émissaires. Et dans ce domaine, les personnes LGBTIQ+ sont tant historiquement qu'aujourd'hui, malheureusement, encore actuellement, des cibles évidemment de premier plan. Nous en sommes témoins aujourd'hui avec cette offensive, je dirais, sans précédent à l'encontre notamment des personnes transgenres et de leurs droits, mais nous l'avons également
observé de manière très, très forte durant la pandémie du Covid. Enfin, les programmes d'aide aux victimes de catastrophes naturelles, de catastrophes climatiques ne prennent pas, très peu en tout cas, en compte les besoins spécifiques des personnes LGBTIQ+, où leur sont tout bonnement interdites souvent d'accès. En effet, rares sont les programmes qui prennent en considération, par exemple, les familles hors des normes dominantes dans la gestion des regroupements familiaux, des hébergements d'urgence ou encore des déplacements ou encore des rapatriements. À cela s'ajoutent des difficultés d'accès, évidemment, aux soins spécifiques ou encore à l'absence de protection contre les violences quand ces programmes ne leur sont tout simplement pas refusés. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, comment est-ce qu'on peut agir pour construire un futur plus juste, plus égalitaire, plus inclusif des questions LGBTIQ+, un mot, un futur évidemment plus durable. Et au risque d'être un peu grave, mais les enjeux climatiques le sont, comment est-ce qu'on peut agir pour construire un futur tout court qui soit un futur viable pour tous ? Eh ben, c'est la question que nous invite à nous poser ce soir Sylle Serve-Mollepoint, que je suis très heureux d'accueillir en ouverture de cette campagne 2024. Et dans l'entretien qui va suivre, qui va être mené par Robin Hadet, il nous parlera d'écologie queer, un projet de réparation à la fois subversive et inclusive et qui propose de nouvelles pistes militantes afin de construire, à partir de ces perspectives minoritaires, un mouvement réellement durable et qui englobe l'ensemble, évidemment, des composantes d'une société. Alors, je vais terminer avec les remerciements. Évidemment, Sylle Serve-Mollepoint et le modérateur de l'entretien, Robin Hadet, pour leur présence ce soir. Merci également au service de l'Agenda 21 Ville Durable ainsi qu'à l'ensemble des partenaires institutionnels et associatifs impliqués dans la création de cette campagne 2024 contre l'homophobie, la biphobie et la transphobie. Merci enfin à Après Genève qui nous reçoit ce soir pour leur collaboration à l'occasion de cette soirée d'ouverture et pour l'accueil qu'ils nous ont fait. Je me réjouis d'entendre l'échange. Je vous remercie en tout cas de votre présence ce soir et je vous souhaite, j'en profite, une bonne soirée. Je passe maintenant la parole à Lynn pour la suite du programme. Merci beaucoup. Bonsoir, bienvenue donc à cette soirée d'ouverture de la campagne contre l'homophobie, la biphobie et la transphobie. Je m'appelle Lynn Molino, je suis la chargée de l'organisation et de la coordination de la campagne 2024 de la ville de Genève pour le service Agenda 21 Ville Durable. Chaque année depuis 2013, la ville de Genève propose une campagne de sensibilisation autour de la journée internationale de lutte contre l'homophobie, la biphobie et la transphobie du 17 mai. Je vais vous donner quelques détails sur le programme de cette belle édition 2024, Genève, Ville Durable pour Tuxt, qui commence donc ce soir et se poursuit jusqu'au dimanche 26 mai prochain. Au programme, des invités, des rencontres, des tables rondes se succéderont. Nous accueillerons notamment samedi 25 mai, en clôture de la campagne à la salle Gamache, 4 activistes dont les engagements entrecroisent les questions queer, décoloniales, écologistes et de handicap. Et elles viendront nous parler de la puissance des marges, de comment les luttes se nourrissent entre elles et de comment ces populations marginalisées, dotées d'une importante histoire de lutte et de résilience, sont force de proposition novatrice face aux défis collectifs de notre époque. Un rendez-vous à ne pas manquer. Vous aurez également l'occasion d'entendre Joseph Caille parler de sa bande dessinée L'Intranquille, portrait de la jeunesse queer libanaise, de questionner l'inclusion des personnes LGBTIQ+, dans les programmes d'aide humanitaire et de coopération, ou encore d'interroger les luttes pour la nature, les peuples autochtones et les vies trans après la projection du film Uira, The Rising Forest, de la réalisatrice brésilienne Juliana Curie. De nombreux ateliers participatifs offrant des pistes de réflexion et d'action tant collectives qu'individuelles prendront place ces prochains jours. Les contes dégenrés pour les enfants au MEG, l'atelier Noircir Wikipédia qui plongera dans l'activisme littéraire afro-queer, des ateliers à Mater autour de l'alimentation durable pour des publics spécifiques, des balades urbaines pour explorer le territoire genevois sous l'angle de l'écologie queer et de l'interdépendance du vivant,
et des ateliers de couture pour créer des sous-vêtements adaptés aux personnes trans en valorisant le recyclage, les savoir-faire et l'empouvoirment, loin de la très polluante industrie textile de la fast fashion. Enfin, les traditionnelles commémorations de la Journée internationale contre l'homophobie, la biphobie et la transphobie prendront place avec la mise en couleur du jet d'eau aux couleurs LGBTIQ+, demain soir à la tombée de la nuit. Les pavoisements du pont du Mont-Blanc et du palais Anna et Jean-Gabriel Hénard seront déployés de vendredi à lundi. Et la cérémonie traditionnelle d'hommage à Bartholomé Tessia et aux victimes de LGBTIQ+ phobie se tiendra vendredi 17 mai à 8h15 sur la place Philippe Berthelier à Bel-Air. Je vous invite à consulter l'ensemble de ce riche programme sur le site 17mai-genève.ch. Sur ce même site, ainsi qu'en format papier à l'entrée, vous pouvez découvrir les 10 affiches de la campagne qui proposent un focus sur 10 des 17 objectifs du développement durable de l'ONU, dont parlait M. Gomez il y a un instant, et qui s'emploient pour chacun de ces objectifs à montrer par des statistiques et informations factuelles comment les enjeux LGBTIQ+ sont au cœur des enjeux du développement durable. Ces affiches ont été construites avec le réseau associatif LGBTIQ+ local. Elles rappellent que la construction d'une société durable ne peut faire l'économie de l'inclusion des personnes LGBTIQ+. Elles sont gratuites, donc je vous invite à vous servir et à les diffuser autour de vous et à en profiter. Pour finir, un très grand merci donc à l'ensemble de nos partenaires sans qui ce programme et cette campagne d'affichage ne seraient pas aussi riches. Le service égalité-diversité de l'Université de Genève, les associations Dialoguer, Network, Prismi, 360 et son projet Aîné, Mater, Asile LGBTIQ+, le MEG, Ginny Vegas, Noircir Wikipédia, Échappée Randonnée, les bibliothèques municipales, la Maison internationale des associations, ILGA World, l'Alliance, Égide, UNPD, le festival Everybody's Perfect, le MAH, Avenir Inclusif, le Trans Free Shop et le groupe Santé Genève, ainsi que l'atelier Be Who You Are. Merci encore une fois à Après Genève et à Pierre Venet pour la collaboration de ce soir. Merci à Silo Sermolpois d'avoir accepté notre invitation, de même qu'à Robin Hadet pour la modération. Nous remercions également donc toutes les personnes investies dans la mise en place de cet événement, que ce soit à la technique, à la production ou à l'entretien de ce lieu. Je remercie également en avance les personnes qui vous serviront l'apéritif qui suivra cette discussion, où nous aurons l'occasion et la chance de pouvoir échanger de manière plus informelle avec nos invités et entre nous. Je me réjouis de vous y retrouver. Merci pour votre présence et une excellente soirée. Super, donc là ça marche, merci. Je vais essayer de tourner le dos à personne. Bonsoir, bonjour Si, bienvenue à Genève, encore une fois. Merci de m'accueillir ce soir. Je vais aussi commencer par un remerciement à l'Agenda 21 et à Lynn et Guillaume pour avoir mis en place ce riche programme. Voilà. C'est un honneur de t'accueillir et puis de pouvoir animer cette discussion avec toi. Je voulais peut-être juste rapidement te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas. Tu es français, tu nous arrives de Marseille. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait, mais bon... alors tu es journaliste, tu es chercheur indépendant, tu fais partie de collectifs LGBT, QIA+, et également de collectifs engagés pour la justice climatique en France. Ton travail s'inscrit dans un mouvement qui est très réjouissant, qui est assez large, en tout cas qui prend de l'ampleur d'une prise de conscience de la nécessité de penser ensemble les différentes discriminations systémiques et les questions écologiques. Alors, tu as écrit de manière assez foisonnante sur les questions des luttes sociales, des migrations, de la culture queer, de la littérature.
On peut te lire dans des entretiens, des enquêtes dans la presse généraliste et spécialisée française. Et puis, tu as également publié 3 livres que je vais présenter par ordre chronologique. Celui qui nous amène aujourd'hui, Écologie déviante, voyage en terre queer, donc publié en 2021 chez Cambourakis, suivi en 2022 de Édouard Carpenter et L'autre nature, aux passagers clandestins. Et puis en 2023 est sortie donc la traduction d'un manifeste gay de Karl Wittmann, suivi de textes de toi aux éditions du commun. C'est exactement ça. C'est bon. Voilà, puis tu poursuis encore de nombreux projets d'écriture en cours et donc on va avoir l'occasion de te lire dans nos nouveaux textes tout prochainement. Oui. Pour commencer, pour rentrer dans la discussion, je voulais que juste rapidement poser ce livre Écologie déviante met en lien, et puis cette soirée met en lien 2 notions qu'on n'a pas forcément l'habitude d'avoir ensemble, qui est celle des enjeux LGBTIQ+, et des enjeux écologiques. Quel est le lien entre ces 2 notions? Quelles articulations, toi, tu en fais? Alors, oui, parce que c'est quand même le thème central de la rencontre de ce soir. En fait, bon, peut-être, il y a plein de liens possibles. On va dire que moi, ce qui m'a intéressé, d'abord, j'ai commencé à écrire ce premier livre en tant qu'activiste. Donc, j'avais un parcours d'abord au sein des milieux écologistes et notamment activistes liés à la justice climatique. Et un des premiers liens qui s'est assez vite imposé, c'était, et c'est celle qui commence à être évoquée là aussi dans cette campagne, c'est est-ce qu'il y aurait une vulnérabilité spécifique liée à l'expérience, à des expériences LGBTQI. Et à l'époque où moi je militais, c'était au moment de la COP21, en tout cas où j'ai commencé à militer. Donc on est en 2014-2015, en amont de la COP21, et la question des minorités et de l'exposition de groupes sociaux aux crises climatiques, aux crises sanitaires et plus largement en fait à des contextes de crise était vraiment mise en avant. Et donc en arrivant moi en tant que jeune militant qui n'arrivait pas trop encore à militer dans des espaces LGBTQI, le fait de ne pas prendre ça en compte et de questionner aussi les endroits qui étaient les miens a très vite attisé un besoin et un désir de réfléchir à est-ce qu'il y a des vulnérabilités systémiques en gros liées à des formes de domination et discrimination qui touchent les LGBTQI. Donc ça, on va dire que c'est un des premiers liens. C'est un des premiers liens s'il s'agirait de faire un lien assez classique. Voilà. Ensuite, évidemment, il y a toute l'histoire de l'écologie politique, toute l'histoire de l'environnementalisme, c'est-à-dire la manière dont la pensée écologiste, les groupes qu'on connaît parfois maintenant, ça peut être des partis, ça peut être des collectifs, des ONG, etc., par quelles idéologies et quels imaginaires les portent. C'est-à-dire comment ils vont envisager le soin du vivant et de quel vivant ou de quelle nature ils vont parler. Et là, évidemment, ce qui s'est quand même assez vite manifesté au moment où je commençais à militer, c'est que les théories qui étaient souvent mobilisées, on va dire l'héritage philosophique, critique, etc., aux endroits de la dissidence de genre, aux endroits de la dissidence sexuelle, aux endroits même de énormément d'expériences minoritaires. Et là, ça rejoint en fait ce que met en avant l'écoféminisme, l'écologie décoloniale, c'est-à-dire toutes les formes d'écologie qui essayent de questionner le développement de l'écologie, mais depuis une perspective de domination, que en fait, ces perspectives-là, ça frictionnait assez vite. Voire, c'était carrément réactionnaire. Pas tout le temps, mais en fait, c'était sinon réactionnaire, très souvent des impensés. Et je pourrais rentrer ensuite dans les détails de comment ça se manifeste. Mais donc, ça se manifestait évidemment autour de quelle idée de nature, quelle idéologie, quel idéal se tisse, quelle nature on veut défendre. Est-ce que c'est une nature des corps qui essentialise la question du genre? Est-ce que c'est une nature reproductive qui essentialise les manières qu'on a de s'aimer, de faire lien, de faire l'amour, etc., de faire famille? Donc en fait, ces thématiques-là, elles sont évidemment présentes de manière plus ou moins visible dans le développement des écologies politiques, parce que comme tout le monde, les philosophes, les auteuristes et les chercheuses qui se sont intéressés à ces questions-là réfléchissent. L'écologie, c'est toute une réflexion critique autour de manière de faire société avec le vivant. Donc évidemment qu'il y a des imaginaires qui se reproduisent avec ça. Et donc ça, on pourrait dire que s'il y avait un autre pan pour saisir la question des écologies queer, ce serait quelle forme d'idéologie, en gros hétéro-cis-normative, se maintient dans le développement de l'écologie politique, de l'environnementalisme, etc. Donc ça, ce serait, on va dire, un deuxième pan. Et le troisième pan, je ne sais pas si j'en ai 4, je l'ai fait au fur et à mesure, mais en tout cas j'en ai un troisième, c'est la question de comment
les personnes qui ont fait elles-mêmes l'expérience de la dissidence ou qui ont été discriminées en fonction de leur sexualité ou qui ont reconnu l'expérience d'un désir dissident, de genre, de rapport au genre, de rapport à leur sexualité, se sont elles-mêmes emparées de la question du soin du vivant. Est-ce que dans l'histoire, parce qu'en fait les identités LGBTQI, ça a 150 ans, 170 ans, c'est-à-dire deuxième moitié du 19e siècle, qu'elles émergent en Occident avec plein de termes qui vont émerger et qui vont ensuite se préciser, évoluer au cours du 20e siècle. Et donc comment ces personnes-là, à mesure que le capitalisme industriel commençait à ravager, à la fois à continuer d'exploiter les classes ouvrières, etc., mais aussi à ravager les territoires, etc., est-ce que ces personnes-là se sont dit, depuis l'expérience de leur marginalité, moi aussi j'ai envie de défendre, de lutter contre le capitalisme, moi aussi j'ai envie de lutter contre le colonialisme, mais comment je le fais depuis cette expérience-là que je sens un peu différente de la position hégémonique, militante ou politique, voilà, au sein de l'écologie politique. Et là, il y a une histoire. Et ça, c'est quelque chose que j'ai recommencé à tisser avec Écologie Déviante, que je continue à tisser, on pourra en parler avec Carpenter, avec les communautés rurales gays et lesbiennes, Carl Whitman, etc. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que dans l'histoire, à partir du moment où émergent des sujets homosexuels, hétérosexuels, c'est-à-dire un moment où on commence à faire émerger aussi culturellement et dans les subjectivités des identités qui vont séparer les personnes qui ont des pratiques reproductives hétéros des personnes qui, en gros, ont des pratiques non reproductives ou des désirs et des pratiques homosexuelles. À partir de quel moment, voilà, il y a non seulement une volonté écologiste, un souci du vivant, mais aussi une conscience d'être une classe à part ou d'être une minorité. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est à partir de quel moment, depuis l'expérience de la minorité, d'une minorité sexuelle, etc. Ça va ? C'est clair ? Du coup, j'ai perdu ce que je voulais dire. Oui, à partir de quel moment cette expérience-là va essayer de nourrir une vision plus globale et critique de toute la société. Donc pour moi, et j'arrêterai là, parce que j'ai tendance à faire des tunnels, donc vous me dites, voilà, mais pour moi, l'écologie queer n'est pas une écologie uniquement destinée aux personnes queer. L'écologie queer, c'est une écologie qui essaye d'intégrer la question de la sexualité et du genre, et de l'émancipation aussi du rapport au genre et à la sexualité, au sein d'une conception élargie du vivant. Voilà. Tu as dressé tous les fils qu'on va aborder à travers cette discussion. Donc, on va pouvoir revenir sur toutes les notions qui ont été abordées. Peut-être juste pour clarifier, j'ai vu que les sourcils qui sont froncés quand tu as dit l'histoire LGBTIQ, elle a 160 ans. Ce que tu dis, c'est dans l'acception qu'on en fait actuellement. Dans l'acception, évidemment que la queerness a toujours existé, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis juste que la construction des identités modernes telles qu'on les connaît, elle est relativement récente. Le terme d'homosexuel, il apparaît en fait au cours du 19e siècle. Avant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des pratiques, il n'y a pas même des identités de genre, en tout cas des rôles sociaux qui intègrent une fluidité de genre et des sexualités non reproductives et homosexuelles, etc. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. De même qu'il y a même dans l'histoire des appellations, il peut y avoir déjà des formes de subjectivité minoritaire qui existent bien en amont, mais telles qu'on les connaît avec l'appui de la science sexuelle, de la médecine, etc., et de tout un arsenal répressif et discriminant, il y a une forme de modernité dans ce dont on hérite aujourd'hui. Avant de rentrer dans les différents points que tu as cités, peut-être revenir sur la slide qui est derrière nous et dans le cadre de la campagne, ça a déjà été abordé par M. Gomes en introduction, mais c'est vrai que voilà, cette affiche, saviez-vous que le changement climatique impacte particulièrement les personnes LGBTQ+. M. Gomes, vous avez dit en introduction, on le sait. Moi, je me demande si on le sait vraiment, si tout le monde le sait. Et du coup, peut-être que tu nous précises un peu ces enjeux-là. Et notamment, tu parlais de la question de la minorisation et peut-être comment cette minorisation construit une forme de vulnérabilité. Bon, déjà, j'ai l'habitude d'avoir des rapports en général plutôt de force et conflictuels avec des institutions politiques et publiques. Et je dois dire que je suis assez étonné et surpris de pouvoir faire exister ça dans l'espace public, parce que c'est à ma connaissance la première fois que je le vois exister dans un espace politique et public. Ça me paraîtrait incroyable d'avoir ça en France, mais je pense que c'est impossible, pour le moment en tout cas. Bienvenue dans le futur. Et en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que pourquoi on ne le sait pas et pourquoi, j'imagine, il y a eu plein de réactions sur des réseaux sociaux, etc. Évidemment que le lien, en fait, c'est très difficile aujourd'hui encore d'articuler la question sociale à la question écologiste, c'est-à-dire d'articuler la manière dont
la société dans laquelle on vit, qui en fait repose et quand même structurée autour d'un certain nombre de dominations, pas uniquement sexuelles ou de genre, mais aussi raciales, de classe, etc., fragilise, ou même aussi sur les questions de validisme, etc., fragilise les vies. Et va distinguer, hiérarchiser dans l'accès aux soins, dans l'accès à la mise à l'abri, dans en fait même la compréhension de dispositifs de réponse à des crises, par exemple. Et on l'a vu au moment du Covid. On a vu évidemment comment des expériences de minorisation, de domination fragilisent et vulnérabilisent plus particulièrement des groupes. Voilà. Et donc, je pense que cette question-là, elle est... Pourquoi on a du mal à la penser déjà sur les questions LGBTQI? C'est qu'en fait, il y a encore assez peu de données. Il y a eu des recherches aux États-Unis, par exemple, sur les relations, et ça vous l'évoquez aussi dans la campagne, on en parlait tout à l'heure, sur la relation entre le sans-abrisme, le fait de se retrouver à la rue, et l'expérience LGBTQI. Le fait qu'il y a une très forte proportion de personnes qui s'identifient comme LGBTQI à plus et qui font l'expérience de la rue. Donc évidemment, une fois qu'on sait ça, on sait aussi que, alors ça a été particulièrement le cas aux États-Unis parce qu'il y a eu ces expériences de catastrophes climatiques, il y a eu Katrina, il y a eu les canicules, il y a eu les incendies, etc., que pour des personnes qui font l'expérience de la rue, la possibilité d'aller trouver refuge, et je pense que là la notion de foyer, de refuge et d'espace voilà, où on peut entre guillemets être mis à l'abri est un enjeu particulièrement important. Et évidemment, on l'a vu aussi pendant le Covid. C'est-à-dire que de toute façon, l'espace refuge est un vrai enjeu pour les personnes LGBTQI. Et à l'inverse, le fait de faire l'expérience de formes de violence dans un cadre familial, au moment par exemple de la crise sanitaire liée à la pandémie, on a vu aussi une hausse particulièrement importante des violences touchant des jeunes LGBTQI. Et donc dans ce cas-là, en fait, comment échapper aussi à cette exacerbation des violences qui peut se jouer à la fois au moment d'une crise sanitaire, mais pour moi une crise sanitaire est aussi une crise écologique de toute façon. Et écologique, c'est quand même oikos, c'est la question de l'habitat, de la maison, et de quelle est la maison qu'on veut habiter ensemble, que ce soit une maison voilà, sociale, environnementale, etc., mais aussi une maison à une échelle plus intime et familiale. Donc pour moi, la question de la surexposition à différentes formes de violence, elle se joue aussi dans la question de la maison refuge et de la mise à l'abri. Et on l'a évoqué aussi tout à l'heure, qui me semble aussi très pertinent. Moi, en tant que journaliste, je suis en train de faire un tunnel, mais bon. En tant que journaliste, j'ai travaillé à un moment particulièrement sur les débuts de la crise en Ukraine, de la guerre en Ukraine. Et évidemment, une des réalités qui s'est très vite... Alors, il y a eu beaucoup d'éléments et d'aspects qui sont ressortis assez rapidement. Il y avait la question de qui est autorisé à traverser une frontière en temps de guerre. C'est-à-dire le fait que les personnes trans n'étaient pas autorisées si elles ne se conformaient pas à l'identité de genre qui était assignée sur leur passeport. Donc là, on se rejoint en fait le fait d'être, devoir être forcé de participer à la conscription, etc. Il y avait évidemment l'accès aux soins, donc c'est-à-dire où est-ce que les médicaments vont être dirigés en priorité. Est-ce qu'on prend en compte les vulnérabilités des personnes trans, des personnes suivies pour différents traitements médicamenteux, parce qu'on sait pour le coup statistiquement que les personnes LGBTQI sont particulièrement aussi sensibles et exposées à des suivis thérapeutiques, etc. Et il y a la question évidemment des antirétroviraux, de l'accès à la PrEP, comme au protocole de soins liés au VIH, par exemple. Et on pourrait citer. Mais en fait, et là, par exemple, c'était un gros enjeu. Moi, en tant que journaliste, quand je travaillais là-dessus, les associations étaient en galère pour trouver suffisamment de médicaments, pour ne pas interrompre les protocoles de soins, parce que ces vulnérabilités-là n'étaient pas pensées par les pouvoirs publics. Ça avait été aux assos, aux quelques assos qui arrivaient à fonctionner. Et je sais, là, j'ai arrêté de suivre là au cours des derniers mois, mais ça a été vraiment un enjeu criant. Et il y avait la question de l'accès au refuge. Ça qu'on retrouve dans des études australiennes au moment d'ouragans ou de feux de forêt, etc. C'est de dire, quand des personnes LGBTQI se rendent dans des espaces qui ont été pensés depuis un imaginaire qui n'a pas pensé la question de son hégémonie, et en fait, il y a des refuges femmes, hommes, avec quand même une perception assez essentialisante de qu'est-ce que serait une femme, qu'est-ce que serait un homme, et tous les protocoles de mise à l'abri des familles ou de transfert vers des pays, etc., de toute façon, n'intègrent pas la réalité, la pluralité des manières de faire famille, des rapports au genre
voilà, etc. Donc voilà, ça c'est quelques exemples qui me semblent un peu intéressants à mettre en avant sur ces enjeux-là. Et peut-être je vais m'arrêter là. Et puis, Non, mais du coup, face à ces constats qui sont posés très clairement dans l'écologie déviante, tu proposes du coup d'autres façons en fait, d'aborder les questions écologiques depuis les marges. Quelque chose qui m'intéresse sur ce livre, donc déjà, c'est que c'est écologie déviante au pluriel. Et puis, pourquoi tu as choisi écologie déviante et pas écologie queer? Et quelle différence en fait tu fais entre une notion de déviance et une notion de queer? Alors déjà, il faut savoir que la queer ecology ou écologie queer, en fait, ça c'est à ma connaissance quand même d'abord identifié dans un espace universitaire. C'est plutôt en fait un champ de recherche académique qui fait partie à la fois, qui est une sorte de croisement entre les politiques environnementales, la recherche sur les politiques environnementales, les philosophies de l'environnement et la théorie queer. En gros, c'est une intersection où on va interroger, c'est ce que je vous disais un peu tout à l'heure, la manière dont l'environnementalisme s'est développé et dont il a exclu ou reproduit des sortes de perspectives hétéronormées sur la nature, sur qui a accès au parc, est-ce que c'est des familles hétéro, bourgeoises qui vont avoir accès au développement des parcs naturels, etc. Donc à essayer d'interroger tout le développement d'une écologie politique à travers le prisme queer. Et donc moi, ça m'intéressait, ça faisait partie de ce qui me semblait intéressant d'aller tisser, mais c'était pas suffisant. Et comme on l'a dit tout à l'heure, j'avais pas envie de réduire la question d'une écologie radicalement plurielle à une question que le queer resserre un tout petit peu trop sur uniquement la question sexuelle. Et puis il y avait la question aussi de l'insulte. Le terme de queer pour un public francophone est chargé de plein de choses, et j'avais un petit peu envie de renouer avec la dimension déviante. C'est aussi une résonance avec toute la stigmatisation qui a pu se jouer aussi sur les existences dissidentes de l'ordre sexuel. De dire c'est une déviance, c'est une anomalie, c'est contre nature. Et donc j'avais envie de renouer aussi avec ce concept-là. Et puis la déviance, c'est aussi de faire dévier, de faire dévier aussi une écologie un peu dominante et d'aller chercher dans les marges et dans les déviations d'un chemin un peu tout tracé, de voir s'il n'y a pas des choses qui se sont inventées. C'est le principe de la permaculture, autour des marges folles, quoi. Et il me semble que c'est là aussi que... Et cette déviation, elle permet d'intégrer la question de la classe et de la race. Ce que j'ai commencé à faire, mais que je souhaite faire de plus en plus, parce qu'il me semble qu'on peut partir d'expériences minorisées au sens large. Voilà. C'est vrai qu'on a tendance à oublier l'origine stigmatisante de ce mot queer, hein, dans le milieu francophone, un mot qu'on utilise et dont on ne sait plus forcément d'où il vient, alors que déviant, c'est plus clair et plus parlant. Il y a dans tes définitions multiples que tu poses de ces écologies déviantes, il y a une notion qui revient beaucoup, qui est la notion du soin. Est-ce que ce serait une façon d'entrer dans ce que c'est que des écologies déviantes, que cette notion de soin, qui est assez centrale? Alors... en fait, la notion de soin, évidemment que toutes les écologies mettent en avant le fait de réparer le vivant, de le soigner, soit en proposant une forme de décroissance, de revenir à une forme de nature. De toute façon, la question du soin est omniprésente dans la pensée écologiste. Après, la question de qui on soigne, de qu'est-ce que le soin, est pour moi vraiment quelque chose qui fait friction, comme je vous le disais au tout début. C'est-à-dire pour quel vivant on va se battre, quel vivant a le droit de réclamer son droit de vivant et sa dignité en tant que vivant. Et il me semble que là, évidemment, repartir de la question du soin à partir d'expériences qui ont fait... elles-mêmes en fait qu'ont vécu dans leur chair, ou en tout cas de manière collective ou communautaire, le fait d'avoir été exclus des régimes de ce qui méritait d'être soigné ou de ce qui méritait d'être considéré comme une vie digne, pour moi informe ou même peut-être peut produire une sensibilité particulière et une autre conception du soin. C'est-à-dire de prendre en compte... moi, c'est vraiment une question que j'essaie de poser dans le livre, c'est de dire est-ce qu'une expérience de la violence, d'une violence systémique, qu'elle se joue de différentes manières, peut aussi modifier un tout petit peu le rapport à la vulnérabilité qu'on a. Et au fait aussi la nécessité de sortir de tout un système de pensée qui va hiérarchiser les vies, créer des dualismes entre un corps sain,
un corps malade, un corps sain, un corps pollué, un corps naturel, un corps contre nature, évidemment une vie hétéro, une vie homo, une vie hétéro, une vie trans. Et il me semble que s'il y a quelque chose que remettent constamment en avant des écologies qui sont pensées depuis des espaces minoritaires, depuis des expériences minoritaires, écoféminisme, écologie décoloniale, les écologies des validistes, etc., c'est de dire que ces modes d'appréhension du réel, qui consistent constamment à reproduire et à exclure à partir de concepts clés, purs, impurs, sales, propres, etc., sont alors des modes d'appréhension constitutifs de notre modernité, dans lesquels on est tous en train de se battre, avec lesquels on bataille en permanence, mais vis-à-vis desquels il faut vraiment s'armer pour proposer autre chose et pour échapper aux formes de hiérarchie et de rapports de domination et de valeurs et aux formes de morale qui se tissent autour de ça. Une autre acception du soin qui, pour moi, suinte dans le livre, c'est aussi la question du soin communautaire, le lien, l'être ensemble. Dans Écologie déviante, tu fais un voyage en terre queer où tu vas aux États-Unis, en Angleterre, tu vas rencontrer des collectifs. Et en fait, ce qui ressort, même si tes 2 livres finalement suivants sont sont autour de la figure de Carpenter ou de Whitman, en fait, les personnes dont tu parles sont toujours des personnes qui vivent en collectif, en groupe. Et du coup, c'est peut-être ce soin communautaire aussi, j'ai l'impression, qui se dégage de cette notion d'écologie déviante. Alors, oui. En tout cas, beaucoup des exemples qui m'intéressaient dans le premier livre étaient effectivement justement dans cette volonté de rompre aussi des formes de frontières et de hiérarchie entre des modes d'existence et des vies humaines et non humaines, des tentatives de formes de vie collective où la question du rapport au compagnonnage avec les animaux, la question aussi de la force collective, du rapport entre ce qui est visible et invisible, aussi avec tout le travail autour des mortes et des disparus, de ce qui disparaît, était particulièrement sensible. Donc la question des rituels, d'une forme de spiritualité un peu alternative, était très forte. La question aussi autour évidemment des manières de faire famille, en fait, de repenser des familles, pas uniquement à 2 ou 3, mais en fait de repenser des grandes familles élargies, toutes les domesticités. Geneviève Pruvot, une sociologue écoféministe, met en avant la question du quotidien politique. Mais pour moi, il y avait ce soin, c'est aussi cette manière qu'on a de réagencer le soin de la maison et d'une maisonnée élargie, en fait, qui ne comprend pas uniquement l'habitat domestique fermé, où on aurait une distinction claire entre l'espace privé et l'espace public. On fait ce qu'on veut à l'intérieur, mais par contre à l'extérieur, voilà. Non, c'est où les choses circulaient, où en fait on est ouvert sur l'extérieur, il y a un rapport au paysage qui est différent. Mais qui sont des choses que pratiquent évidemment des personnes écolos qui ne s'identifient pas comme queer, etc. Mais en tout cas, j'étais attiré par des endroits de compagnonnage multiples, des endroits où les frontières pouvaient se brouiller, où on pouvait aussi se rapporter à l'élevage, à la culture des plantes, où il y avait aussi toute une symbolique aussi de qu'est-ce que ça veut dire prendre soin du vivant collectivement, quand on a fait... Je suis désolé, je retombe sur les pas de la question précédente, j'ai bien vu que tu voulais m'emmener ailleurs, mais qu'est-ce que ça veut dire que... C'est toi qui choisis, c'est ta discussion. que de prendre soin du vivant collectivement quand on est nous-mêmes soumis à des formes de violence répétées, et qu'il y a quelque chose aussi d'une mutualisation du soin et d'une réciprocité des processus de soin. Je ne sais pas si c'est très clair, mais je peux peut-être donner un exemple, mais qui est plus... c'est par exemple la manière dont des jardiniers ou jardinières vont parler en entretenant un jardin, en étant parfois malades ou soumis aussi à des formes de violence, de cette sorte de processus de résilience qui est le leur, qui est à la fois quelque chose de on aide à la croissance des plantes, parfois sur des terrains pollués. Donc on fait avec la pollution plutôt que de dire j'occupe pas ces terrains pollués, c'est dégueulasse, je préfère aller dans la campagne, etc. Mais en gros, on travaille à un processus de régénération et de génération de la vie en faisant avec ce dont on hérite. Et en même temps, il y a quelque chose qui revient aussi dans le fait de prendre soin de la vie quand soi-même on est exposé à des violences. Et il me semble qu'il y a quelque chose comme ça d'un soin réciproque qui me semble très fort dans les exemples, que ce soit d'Eric Jarman, les communautés de fées, les communautés lesbiennes et gays dans l'Oregon, etc. Et il y aurait évidemment des exemples plus français aussi, ou plus francophones à tisser. Donc ouais. Et un exemple de collectif vers lequel je voulais t'amener, c'est les soulèvements de la Terre.
Tu as écrit un article dans un ouvrage collectif de soutien donc, à ce mouvement écologiste français. Et puis je voulais te proposer du coup de lire un extrait. Est-ce que tu l'as ou est-ce que tu veux que je te le donne? J'avais envie que vous n'écoutiez pas seulement les paroles de Si, mais aussi ses mots écrits. Et du coup, c'est un petit texte, peut-être proposer d'en lire les 2 premières pages. Du coup, la moitié de ce court article, c'est le Q de queer dans cet abécédaire. Donc peut-être juste pour resituer le livre, c'est en fait un livre il y a eu 2 livres qui sont sortis là et qui ont émané en gros autour des soulèvements de la Terre. Il y a un premier livre qui était un abécédaire de soutien au moment où une répression accrue a été mise en place par le gouvernement français. Et puis là récemment, il y a une publication plus récente qui s'appelle Première secousse, qui est une sorte de manifeste théorique et critique des soulèvements de la Terre. Voilà. Et là, c'était le premier livre. Et donc, on était plusieurs collectifs, chercheuses, autrices, militantes, à avoir été contactés pour écrire une lettre. Voilà, donc Q de queer. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais le vivant a toujours été queer. Depuis des siècles, humains et non-humains excèdent, tordent et transforment les cadres normatifs au sein desquels on souhaite les maîtriser ou les domestiquer. Depuis des siècles, des catégorisées comme perverses, hystériques, sauvages, déviantes et contre-nature fomentent, dans l'ombre vivace de marges politiques, d'autres perspectives sur notre condition de terrestre. Depuis des décennies, des militantes, qui elles se revendiquent aujourd'hui comme LGBTQI ou qui elles résistent différemment aux normes sexuelles et de genre hégémoniques, font émerger d'autres formes de vie et de manières de vivre ensemble. Que vous leur prêtiez attention ou non, et elles produisent également des analyses sur la manière dont le technocapitalisme tardif les exploite, après les avoir constitués comme malades, fléaux social ou criminels. Et elles squattent et réinventent les technologies de soins, transforment les milieux militants, organisent et participent aux actions directes pour la justice climatique, contre les énergies fossiles et les méga-bassines. Depuis des décennies aussi, elles habitent parfois les mêmes ZAD, ou créent des communautés autonomes afin de se défendre et de se protéger des violences politiques et sociales qui les visent continuellement. Depuis des décennies, elles se font aussi arrêter, enfermer, tuer pour ce qu'elles incarnent, au nom de leur droit à la dignité, de la protection ou de la défense de territoires et d'écosystèmes menacés au sein desquels elles vivent. Et elles vous soutiennent, vous aiment du mieux qu'elles le peuvent, elles font parfois l'amour avec vous, vous critiquent ou s'opposent à vous, mais elles sont là, à vos côtés, partie intégrante de notre mouvement de résistance complexe. Aujourd'hui, cette réalité doit interpeller des soulèvements écologistes confrontés à une criminalisation croissante. Si favoriser de nouvelles complicités politiques entre les luttes est urgent, reconnaître et protéger la puissance de ses propres forces en présence et à venir l'est tout autant. Il ne s'agit pas là d'une simple visibilité, d'un énième management militant de la diversité, processus de capture bien connu du néolibéralisme estampillé comme progressiste. Il s'agit de définir collectivement ce que nous souhaitons garantir lorsque nous parlons de terre qui se soulève ou de nature qui se défend, de sorte qu'il n'y ait plus de nous et de vous. Merci. Oui. On peut t'applaudir. Je trouvais que cette partie, en tout cas, c'est que la moitié du texte, donc je vous invite à lire la suite. J'avais envie du coup de prendre ça comme entrer dans une autre partie de cette discussion. J'essaye de revenir dans différents fils que tu as tissés au début sur justement le lien entre les mouvements queer et les mouvements écologistes, ou plutôt la place que les personnes queer peuvent avoir au sein des mouvements écologistes. Toi, tu es rentré dans ces mouvements écolos comme une personne qui se définit comme PD. Comment ça s'est passé pour toi ? Et puis aussi, peut-être c'est une question à 2 tiroirs, mais parce que pour les personnes qui n'auraient pas lu Écologie déviante, tu donnes des exemples très concrets et qui pour moi étaient assez saisissants de l'homophobie, la transphobie, la biphobie qui peut exister dans certains mouvements d'écologie, même des mouvements de gauche radicale qui peuvent être a priori pourtant des alliés politiques. Donc voilà, c'est un peu sur ça que j'aimerais t'entendre développer. Alors, je ne me suis pas engagé dans les justices climatiques en me définissant comme PD. C'est justement parce que je pense que je ne m'étais pas défini comme PD que j'ai très vite fait l'expérience d'une frustration. Je pense que... Enfin, je savais très bien que j'étais gay depuis bien longtemps, mais par contre,
j'étais peiné de constater une grande représentation de personnes LGBTQI qui ne le verbalisaient pas. On parle de 2015, hein, quand même, 2014-2015, et que cette réalité-là ne puisse à aucun moment exister, ni même s'articuler au sein des différentes luttes et différents collectifs. Et donc, évidemment, je trouve, et je ne suis pas chercheur là sur les mouvements militants actuellement et leur évolution, donc c'est une vision assez subjective et qui n'est relative qu'à mon propre parcours, je trouve quand même que ça bouge. Que par exemple ce qui se passe avec les soulèvements de la Terre est quand même particulièrement intéressant sur ces enjeux-là, pas uniquement parce que je vous ai lu le cul de queer, mais aussi parce qu'à plusieurs reprises, au cours de l'année précédente, ce mouvement qui en plus est un mouvement extrêmement varié, qui est une coalition en fait d'énormément d'organisations et de types de militance et d'imaginaire politique, accepte de mettre en vitrine et de reconnaître en vitrine la nécessité de s'émanciper de certains discours sur la nature, sur qu'est-ce que serait la bonne nature ou pas, accepte de se positionner et de soutenir des luttes LGBTQI, le dernier exemple en date étant la signature par des différents comités locaux des soulèvements, des tribunes et l'appel à mobilisation contre la transphobie suite à la publication de ce livre qu'on ne nommera pas. Et donc du coup, voilà, pour moi, ça, c'est des gestes qui sont forts que j'aurais jamais imaginé il y a encore 4 ou 5 ans et que je voyais de toute façon, enfin, globalement, les personnes LGBTQI comme les écolos me riaient quand même pas mal au nez et nous riaient pas mal au nez. Oui, ça venait quand même des deux côtés quand on essayait de faire les liens. Voilà. Et je trouve que là-dessus, ça a bougé. Je trouve que là-dessus, de même la présence de Pink Bloc, Pink Bloc de groupes. Les Pink Blocs, c'est des, juste c'est expliquer des ce que c'est. groupes. C'est une stratégie d'activisme qui a une histoire assez complexe, mais qui en gros sont des blocs qui essayent de développer un autre rapport à la manif. Dans des manifestations, il va y avoir les Black Blocs, par exemple, qui sont un rapport plus confrontationnel avec la police, etc. Les Pink Blocs incarne et revendique une énergie plus carnavalesque, revendique aussi une sensibilité ouvertement féministe et queer notamment, la possibilité aussi de mobiliser des affects de joie, d'humour, du camp. On est très proche aussi de formes de pride ou de manif radicales, pride radical, etc. L'idée, c'est de renouer avec une énergie subversive qui viendrait un tout petit peu court-circuiter la violence policière et la possibilité de la répression. Voilà. Pourquoi je parlais de ça ? Parce que on observe dans de plus en plus de mobilisations, que ce soit dans les occupations de minage de charbon à ciel ouvert, que ce soit dans des grandes manifestations climatiques, la présence de blocs plus ou moins revendiqués, queer bloc, pink bloc, bloc transféministe, etc., mais de ces stratégies-là et de ces modalités-là. Et ça aussi, j'ai l'impression que ça se multiplie aussi en tout cas dans les pays là, mitoyens. Et moi, je trouve ça plutôt enthousiasmant. Après, ça reste quand même relativement marginal. Je pense qu'il y a encore énormément de chemin à faire au sein des milieux écologistes et liés à la justice climatique et liés aux critiques des technologies sur ces enjeux-là, pour faire reconnaître que, en fait, on n'est pas seulement en train, parce qu'il y a vraiment, en France, je ne sais pas comment ça se joue vraiment ici, mais la peur du minoritaire est tellement ancrée, du woke, que ça a vraiment intégré aussi certaines critiques écologistes ou technocritiques ou anti-industrielles, etc. Et donc de dire, en fait, on amène ça vers un terrain identitaire, on amène ça vers des préoccupations en fait égoïstes et en fait aussi indexées à tout un agenda néolibéral, etc., d'émancipation et d'individualisme forcené, en gros, plutôt que de penser que ce que portent en fait ces écologies déviantes ou queer, c'est une remise en question juste de la manière dont on a régulé, discipliné le rapport au genre, la sexualité, et dont il faut l'intégrer assez naturellement à la manière dont on a envie de construire notre société, notre rapport au vivant, etc. Et là-dessus, désolé, je vous avais dit désolé. Là-dessus, malheureusement, énormément de publications qui sortent actuellement, de maisons d'édition, d'interventions de philosophes, quand même globalement en position hégémonique, blanche et cis-hétéronormée, a énormément de mal à accepter d'être mis en question sur leurs propres impensés.
Et je ne vais pas forcément les citer à nouveau, mais voilà, j'en détaille quelques-uns. Et ça couvre, c'est pas uniquement l'extrême droite. Je pense que c'est vraiment important d'insister là-dessus. C'est pas uniquement, et au contraire, je pense que ce qui arrive à l'extrême droite et qui commence à nourrir progressivement des imaginaires d'extrême droite, mais qui ont quand même du mal à penser la question écologiste. Donc en fait, s'ils s'attaquent aux trans, aux personnes queer, aux personnes, voilà, notamment LGBTQI, c'est rarement à travers le prisme de l'écologie, parce que, en tout cas, l'écologie politique de parti du Rassemblement national a quand même encore un peu de mal à sortir de son modèle industriel, etc. Donc c'est quand même compliqué pour eux de s'en emparer. Par contre, les milieux d'extrême gauche, les milieux de gauche que moi je qualifie un peu rouge-brun, et en fait de technocritique, à des endroits, eux, associent bien plus clairement les vies trans, les vies LGBTQI à les dérives du système technicien, à considérer que nous sommes aliénés. Nos désirs sont aliénés parce qu'on veut changer de genre, on veut modifier nos corps, on veut commander des familles sur Internet, exploiter des femmes à l'étranger, etc. Je ne dis pas qu'il ne faut pas porter une critique sur les laboratoires pharmaceutiques, je ne dis pas qu'il ne faut pas porter de critique sur les formes d'exploitation qui se jouent dans la justice, et qu'il n'y a pas une vraie question sur la justice reproductive à penser ensemble. Mais par contre, de reconduire de la moralisation, de la stigmatisation, et aussi de, à nouveau, faire peser toute la responsabilité de l'aliénation technicienne sur des minorités, ça c'est extrêmement problématique. Et de faire comme si elles n'étaient pas aussi concernées par leurs propres attachements à plein de protocoles de soins auxquels les personnes queer n'ont pas eu accès pendant des décennies, etc. Ça, pour moi, c'est très problématique. Parce que justement, c'est sur ça que je voudrais qu'on s'arrête un peu, sur ce discours technocritique que tu développes à différents endroits. Il y a toute cette critique, j'essaie de résumer, qui vient de mouvements de écologistes qui voient une certaine forme de nature, qui défendent une certaine forme de nature, et qui du coup qui perçoivent chez les personnes queer un rapport plutôt artificiel dans des soins de transition, l'accès aux hormones, etc. Et comme si les personnes queer jouaient le jeu d'un néolibéralisme capitaliste et qui du coup s'opposaient à l'écologie. Et c'est un peu cette tension-là entre le naturel et l'artificiel, nature-culture, c'est cette dichotomie-là qu'on traîne encore dans certaines mouvances écologistes du coup de gauche. Mais c'est ce que je vous disais quand je disais tout à l'heure, c'est quoi ces divisions dont on est prisonnière en considérant qu'il y a des populations qui seraient plus d'un côté par rapport à d'autres. Et ce qui est intéressant, évidemment, quand on regarde l'imaginaire religieux, les discours judéo-chrétiens, etc., c'est que l'accusation des dissidences de genre et sexuelles à l'artifice, oui. Elle est alors non seulement à la superficialité, mais surtout à l'artifice, c'est-à-dire au culturel et à ce qui s'éloignerait de la nature. Elle est très ancienne. Elle est bien antérieure à la question du développement capitaliste. C'est en fait à partir du moment où il y a travestissement de genre, et qui évidemment est bien antérieur au capitalisme, voilà, dans la société grecque et égypte ancienne, etc. Voilà, il y a énormément d'exemples qui sont d'ailleurs souvent sollicités par les personnes sur lesquelles je travaille, parce qu'ils cherchent ailleurs, voilà, d'autres existences et de formes de vie. Et donc elle se reconduit évidemment avec l'émergence du capitalisme et la manière dont évidemment que le développement du capitalisme propose des formes d'émancipation. Évidemment que nous toutes nous y greffons à la mesure de nos besoins. Et qu'avec le développement du capitalisme industriel, des grandes villes, en fait, des parcours de migration vers la grande ville se multiplient, évidemment, on va lutter pour l'accès à des protocoles de soins, pour réclamer des protocoles médicaux, etc., parce qu'on en a été privé, parce que des violences s'abattent sur nous. Donc on est attaché à la technosphère capitaliste. Mais de prétendre qu'on le serait particulièrement par rapport, en fait, à l'intégralité de la société, ça c'est aussi, selon moi, extrêmement problématique. Mais par contre, je pense que là où nous, on a à produire quelque chose, et quand je dis nous, je parle depuis des perspectives qui sont les nôtres, c'est de ne pas abandonner la critique des technologies auxquelles on se trouve lié, mais sans reconduire cette éternelle stigmatisation qui repose, voilà, sur le fait de dire là, encore plus impur qu'un autre. Et là, on l'a vu récemment, dans Quelle bouche on l'a vu, chez Ségolène Royal, qui parlait de transition et qui parle de pollution, qui va faire des sortes d'amalgames entre pollution
des territoires et pollution par les hormones, les bloqueurs de puberté, etc. Et qui va en fait dire, bah voilà, voyez, les poissons changent de genre, enfin, et qui en fait réactive un imaginaire de c'est quoi les dérives du système technicien et quelle forme de vie ça vient encourager. Moi, je ne suis pas pour abolir la notion de pollution. Moi, je trouve qu'au contraire, elle est très fertile. Mais je ne suis pas pour la stigmatiser. Et c'est là où il me semble que c'est intéressant d'aller voir dans quelle mesure, sans stigmatiser la pollution, il ne faut pas abandonner le fait de réparer le vivant, mais il faut aussi composer avec les multiples manières dont on construit nos subjectivités et nos identités, et dont, en fait, pour l'instant, on est encore extrêmement soumis à une régulation extrêmement normative et extrêmement violente de rapport à nos corps, de rapport à nos sexualités. Et encore, là, on est à des endroits, dans des petites bulles, où il y a encore... mais en fait, on voit aussi se polariser dans d'autres pays en Europe et aux frontières de l'Europe, c'est notamment en Russie, en Hongrie, etc., des discours dont je ne peux que supposer qu'ils vont infuser de plus en plus dans les années à venir. Donc voilà, je pense que ouais, si je ferais le lien, ce serait aussi vis-à-vis de ça. Un exemple intéressant qui est dans je ne sais plus lequel de tes textes, c'est quand tu parles des militantes d'ACT UP. À un moment où il y a un extrait où ça dit en fait qu'ils devaient se porter presque comme des représentants des lobbies pharmaceutiques pour avoir accès à leurs soins. Il y a toute une ambiguïté comme ça qui est mise en place sur le fait que par leur statut de personnes malades, devaient militer pour que les groupes pharmaceutiques avancent rapidement dans la recherche, tout en rejetant leurs pratiques capitalistes assez dégueulasses. Bah en fait, c'est tout l'enjeu, mais ça ne touche pas que les personnes gays, par exemple, ou LGBT. En fait, tout l'enjeu de beaucoup de luttes féministes liées à la question de la justice reproductive, liées à la question aussi des luttes des validistes, ou par exemple Andy. C'est vraiment l'enjeu de dire, bah, en fait, pendant tout le développement de la médecine sexuelle, de la science, des sciences médicales, etc., les corps considérés ou construits comme anormaux ou mineurs, et là, voilà, j'englobe tous les groupes sociaux dont je viens de parler, ont été privés de l'accès aux technologies qui étaient toujours entre les mains d'un groupe dominant. Et donc, une partie des luttes, avant même de pouvoir envisager de commencer à les critiquer, c'est déjà d'y avoir accès. C'est déjà de dire mon corps m'appartient, je veux pouvoir avoir accès à l'IVG, je veux pouvoir lutter contre les mutilations, contre les intersexes, je veux pouvoir accès aux médicaments pendant l'épidémie, accès aux données et à la manière dont sont menées les recherches. Donc c'est déjà un processus de réclamation, de démocratisation des savoirs, d'autonomisation. Et ça, c'est très important. Et pour moi, ça fait partie de cette écologie-là. C'est de demander... Alors, c'est pas uniquement l'accès savoir égale pouvoir, mais c'est aussi comment on va réorienter ensuite. Et je pense que maintenant, on a vraiment à s'interroger. Bon, ben voilà, on a accès à des antirétroviraux, on a accès à des hormones, on a accès, etc. Alors, quand je dis accès relatif, disons que ça existe et qu'après l'accès est voilà, unilatéralement et de manière très inégalitaire organisé. Mais par contre, comment on commence à réfléchir à d'autres manières de produire, d'autres manières de contester l'hégémonie et les monopoles des laboratoires, sur l'accès aux brevets. En fait, pour moi, ça fait partie aussi de cette autre phase technocritique, entre guillemets. Et donc, je trouve que c'est particulièrement violent de venir continuer, mais de toute façon c'est finalement assez cohérent, hein, de non seulement continuer à faire porter le poids des dérives des technologies de soins liées à la reproduction sur les personnes qui ont été pendant historiquement en fait privées et qui ne l'ont pas façonné par ailleurs. Tu cites un exemple assez amusant dans des alternatives autonomes de personnes qui s'organisent pour fabriquer elles-mêmes leurs propres hormones. Il y a quelques mouvements comme ça de résistance pratique qui existent. C'est là où il y a quelque chose, à mon avis, à continuer à faire fleurir et bourgeonner, à visibiliser, à imaginer. Et je pense que la question un peu des utopies, des récits qu'on veut se raconter doit aller encore... Voilà, faut s'autoriser à imaginer ça. C'est tout ce qui va concerner, et moi que je trouve très intéressante, c'est tout ce qui concerne les laboratoires autogérés, que ce soit des laboratoires transféministes, féministes, ou alors qui prennent plutôt des laboratoires qui vont penser, par exemple, l'accès à l'insuline pour les personnes pauvres, précaires ou racisées, où il va y avoir des tentatives d'autoproduction.
Ça, en fait, une des branches, par exemple, du biohacking. Le biohacking, c'est pas que la Silicon Valley, Elon Musk et puis sa troupe, etc. Ça peut être aussi des démarches collectives, militantes, où l'idée, c'est de récupérer des savoirs avec des scientifiques, des chercheuses, puis d'essayer de produire autrement. Et il me semble que là, ce qu'on appellerait la chimie verte ou voilà, d'autres, a quelque chose aussi à prendre en compte sur comment peut-être on relocalise, mais aussi comment on essaye de produire différemment et de réclamer certains savoirs. Et là, il y a un collectif à Auckland qui s'appelle Open Insuline, il y a des démarches d'autoproduction d'hormones qui sont à moitié parfois entre la performance artistique et l'expérimentation scientifique. Un travail que je cite souvent, mais qui est le travail d'une personne queer qui s'appelle Mary Magic, qui travaille sur l'autoproduction d'hormones en essayant de capter dans l'environnement les hormones rejetées. Parce qu'on voit bien que de toute façon, une partie des rejets via les eaux usées, etc., en fait, diffusent des résidus de molécules d'antibiotiques, etc., mais aussi des hormones. Et donc, Mary Magic essaye, à partir de capteurs, de récupérer ou de savoir et d'en extraire. Et pour l'instant, on est dans un processus qui est à moitié entre la recherche et à moitié aussi sur un peu l'expérimentation artistique. Et c'est pas inintéressant, c'est pas parce que c'est pas immédiatement applicable que Mary Magic ne produit pas des hormones à distribuer clé en main, que là il n'y a pas quelque chose qui me semble extrêmement important, qui intègre la pollution dans les territoires, la manière d'en faire autre chose, la manière de justement s'autonomiser, la manière de sortir de tout un circuit multinational, etc. J'adore le travail de Mary Magic, donc voilà, mais vraiment je vous conseille d'aller voir, et tout est en open source par ailleurs sur son site. Mais ça n'est qu'un exemple parmi d'autres, et il y aurait moi ça fait que quelques années que je travaille là-dessus. Plusieurs chercheuses commencent à ouvrir. Là il y a un très beau livre, j'en suis sûr, qui va sortir en octobre sur les écologies trans. On en est vraiment au début de ces perspectives-là. Alors les écoféministes les ont aussi travaillé d'une autre manière, écoféministes plutôt hétéros, mais c'est pareil, c'est des choses dont on doit s'emparer urgemment, parce qu'en face on n'attend pas, quoi. Et peut-être pour aborder un dernier champ avant de prendre des questions des personnes dans le public, je te dis, on en est au début de ces questions, et en même temps, toi, dans tous tes travaux, ce que tu vas chercher, c'est plutôt c'est en fait les personnes qui ont travaillé sur ces choses avant. Tu fais un travail d'archives, de recherche dans le passé pour aller chercher des modèles, des modes de vie. Et parce que quand tu parles de Carpenter ou de Wittmann, c'est des personnes qui nous ont quittés depuis pas mal d'années. L'action que je voulais te poser, c'est en allant chercher les biographies de ces personnes, allant faire des recherches, donc vraiment un travail de spéléologie auprès des proches. Qu'est-ce que tu vas chercher et en quoi ces histoires du passé, en fait, elles peuvent nourrir ta réflexion et tes combats du présent? La question de la mémoire, en ce moment, elle est extrême. J'ai l'impression, c'est une discussion, les mémoires queer, les archives. En tout cas, en France, il y a pas mal de discussions là-dessus. Beaucoup de grandes villes se sont aperçues qu'elles ne consignaient pas, elles ne conservaient pas. Et en fait, de grandes villes, et en fait, en général, la question de qu'est-ce qu'on conserve, quelles traces on laisse, est devenue un enjeu de plus en plus prégnant. Donc il y a pas mal de collectifs, tout un écosystème de collectifs qui a émergé ou qui a réémergé, qui s'est visibilisé. En ce moment, là, à Marseille, là, par exemple, ce week-end, il y a une convergence de collectifs lyonnais, Toulouse, Paris, Marseille, etc. Et donc la question de à quoi ça sert la mémoire, et aussi dans quelle mesure c'est important, est évidemment, à mon sens, essentiel à poser. Je pense que ce qui m'intéressait au début, c'était de me rendre compte que en fait, je m'étais personnellement très peu intéressé à l'histoire parce que je ne m'y retrouvais jamais. Que j'avais l'impression que c'était presque un espace un peu dépeuplé. En tout cas, je ne pouvais pas m'y projeter parce que ça pouvait m'intéresser, mais de manière assez lointaine. Et à partir du moment où j'ai eu accès à un premier centre d'archives, il y a eu un peu ce truc de me dire waouh, à travers les siècles, quand bien même les identités ne sont pas les mêmes, même si on a un peu tendance à projeter, mais bon, il y a quelque chose de moi qui me ressemble dans l'autre, qui me fait que tout d'un coup l'histoire s'anime. Et ça, je pense que des personnes hétéros ne se rendent pas compte que c'est pas la même chose quand on fait une expérience minoritaire. Et je pense que ça ne touche pas que la question de la sexualité, ça touche évidemment la question du genre, de qui sont les personnes dont on parle, ça touche la question de la race, de la classe, etc. De qui laisse des traces aussi. En général, c'est quand même des histoires bourgeoises, il faut le dire, ou qui ont pu produire des traces et être publiées, etc. Bon.
Et une fois que j'ai dit ça, maintenant, en tant que militant, je sais pas si c'était bon, bref, en tant que personne engagée dans des mouvements militants et en tant qu'auteur cherchant des généalogies, quand même des exemples, le besoin de trouver des exemples, de me trouver au départ un peu des modèles, il faut le dire, sur lesquels j'ai complètement fantasmé pendant des années, mais là j'en sors, je me soigne, était extrêmement important. Je pense que moi-même, je ne savais pas me situer en tant que PD, je ne savais pas quelle politique je voulais vraiment défendre. Et en fait, les seuls modèles que j'avais, c'était ACT UP, avec l'épidémie de sida, qui était pour moi quelque chose d'extrêmement compliqué à regarder en face. Quand je dis regarder en face, regarder à travers les traces qui étaient encore disponibles, c'est-à-dire les quelques survivantes qui acceptaient, et c'était avant 120 BPM, c'était avant, il y a eu quand même quelque chose qui s'est passé aussi au cours des dernières années. Donc du coup, il y avait un héritage que je trouvais extrêmement flippant, parce que j'avais grandi dans les années 90, donc la peur de la maladie, de la stigmatisation autour de la maladie faisait que je ne voulais pas regarder ça. Et bref, me reconnecter à des mémoires antérieures, aller chercher aussi des exemples de ce qui m'intéressait a été un peu porteur. Et il me semble que maintenant, l'intérêt, c'est de me dire, bon, ça, c'est du passé. C'est du passé qui a la puissance d'infuser nos imaginaires au présent. Mais je crois de plus en plus que l'idée, c'est pas de reproduire un rapport identitaire, un mode de vie collectif, alors que la technosphère était différente, que le capitalisme ne fonctionnait pas de la même manière, que voilà. Donc l'idée, c'est de sortir aussi un peu, de l'inverse, c'est d'idéaliser trop ce qui s'est passé en amont. Carpenter peut être très violent à plein d'endroits, quand bien même il est hyper intéressant sur toutes ces luttes. Il reproduit des logiques quand même de classe, des formes de racisme quand bien même il est anti-impérialiste, etc. Donc l'idée, c'est d'arriver à un rapport à la mémoire qui est à la fois pas seulement dans une sorte de idéalisation de ce qui a été fait, mais quand même d'aller chercher les endroits de vitalité. Et il me semble que quelque chose qui est très fort dans les témoignages, dans les récits, dans ce que nous laisse le passé, c'est quand même c'est toutes ces histoires, ces élans en fait, qui ont été tissés par des collectifs, par des personnes sur lesquelles on va projeter du moi et de la ressemblance et de l'écho. C'est des formes de compagnonnage transgénérationnel. Et moi, j'y crois vachement. Enfin, Whitman m'a vachement aidé à... je sais pas, quand je vois qu'il galère dans ses coalitions, ou que je vois que Edward Carpenter finalement trouve une sorte de réconfort aussi dans la communauté de vie. Il y a des choses qui circulent, qui sont vachement liées aux émotions aussi, qui ne sont pas uniquement liées à des stratégies. Et pour qu'on puisse se reconnaître dans des émotions, il faut quand même qu'on puisse s'identifier un tout petit peu aux personnes qui ont fait des choses. Alors, pareil, pas besoin toujours de s'identifier sur la sexualité ou le genre, mais voilà. Et donc, il me semble que là, les archives queer ont un vrai rôle à jouer pour produire de nouvelles fictions et élargir aussi les imaginaires qu'on est en train de tisser pour nous aujourd'hui, et les imaginaires écologistes notamment. Et aussi se rendre compte peut-être qu'il y a des choses d'une contemporanéité assez flagrante. Il y a des choses qui sont un peu choquantes d'aujourd'hui dans un manifeste gay. Je ne sais plus en quelle année il a été publié par Whitman. 68, 69. Mais il y a aussi des choses qu'on pourrait presque copier-coller dans notre présent, tellement ça parle encore. Et d'ailleurs, je crois qu'il avait servi d'inspiration à un manifeste qui avait été fait par la Pride à Genève il y a quelques années. Donc c'est aussi des textes qui peuvent nous accompagner avec une certaine distance aujourd'hui, ou les techniques d'ACT UP dans les manifestations qui sont reprises aujourd'hui peut-être par justement ces pink blocs, ces mouvements écolos, rajouter de l'humour dans les manifestations. C'est complexifier les émotions, c'est complexifier aussi les élans. C'est-à-dire, de l'humour, c'est s'autoriser à se dire, à tel moment dans l'histoire, il y a eu toute cette palette d'émotions qui a été mobilisée au sein d'un Pink Bloc, d'une Pride. Et par ailleurs, oui, à tel moment dans l'histoire, il y a eu la volonté de faire coalition avec d'autres groupes, avec des groupes antiracistes, des groupes féministes, des groupes de lutte contre la pollution industrielle dans les quartiers pauvres en Caroline du Nord. Et évidemment, ça autorise à imaginer. On voit que ça existait avant, on se dit, attends, moi peut-être que depuis mon territoire, je peux quand même essayer de voir si on ne peut pas articuler les choses ensemble. Après, pour moi, il faut faire toujours un peu, c'est un équilibre pas facile à trouver, c'est de ne pas calquer, parce qu'en fait, même la manière dont fonctionnent les groupes minoritaires et même dont on pense l'identité gay entre les années 60 et maintenant, c'est quand même pas exactement la même chose, et heureusement. Et c'est pareil sur les... Voilà, donc c'est peut-être la dernière chose, après j'arrête, c'est promis. Mais ce que je trouve intéressant, c'est
Walter Benjamin, le philosophe juif allemand, parle de l'histoire des vainqueurs et des vaincus, que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Et à l'inverse, celle qui se tisse dans l'obscurité ou qui est oubliée, c'est une histoire qui est présentée comme fragmentaire ou interrompue. Et c'est un rapport un peu oblique à l'histoire. Et ce que je trouve intéressant, c'est de me dire qu'à plusieurs moments, et c'est ça que je trouve très fort dans les exemples là, sur lesquels je travaille, c'est que sont réclamés, en fait on voit des échos d'histoire en histoire, c'est-à-dire que Carpenter va être réclamé par, alors sinon Whitman, des proches de Whitman. Et ensuite, voilà, on va voir en fait des échos et des ponts de période en période, qui vont être aussi des moments un peu de temps révolutionnaire ou de temps de révolte. Et on voit qu'on va réclamer, par exemple, mai 68 va revendiquer l'héritage du socialisme utopique. Aujourd'hui, on voit quand même ce qui se passe autour des années 70 et de la fin des années 60, où il y a quand même un mouvement social très complexe et très riche qui vient questionner le militarisme. On est en plein quand même. Voilà, bon. Le militarisme, la lutte contre la guerre, la lutte contre le nucléaire, etc. Évidemment qu'on a besoin d'aller chercher là où il y a eu des sortes d'éclatements, d'abondance des militantes, quoi. Et donc il me semble qu'on réactive aussi constamment des imaginaires, des héritages. Et ça, c'est c'est important, quoi. Oui. Parce qu'on a aussi besoin de ces généalogies, de ces héritages pour pas être complètement et lâché puis dans l'espace militant. Et puis aussi à la mesure de la violence qu'on subit au quotidien et de la répression, enfin, qui s'abat sur les mouvements militants qui essayent de porter d'autres projets de société. J'ai encore 1000 questions, mais je pense que le temps file et que ce serait bien qu'on se tourne vers le public. Je ne sais pas si je peux vous passer mon micro, si vous voulez. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions, des commentaires, Il y a une main qui se lève là-haut. Merci, Lynn. Du coup, ton micro marche ? Non. Il faut que le petit bouton soit vert. De quelle couleur il est ? Sinon, je porte ma voix comme ça. Non, c'est bon, normalement, ça... Ok. Super. Merci. Bonsoir. Merci pour cet échange très intéressant. Il y a une dimension qui m'intéresserait. Je ne sais pas si tu en parles dans tes ouvrages sur ces écologies déviantes. La nature de l'économie. Quelle économie prend forme dans ces communautés où théoriquement, oui. Une piste, c'est le capitalisme, c'est que c'est encore une économie de marché, etc. Ça dépend des exemples. En tout cas, bon, alors, évidemment que ce qui est intéressant, moi, ce qui m'a intéressé, c'est les moments où non seulement il y a, on va dire, cette reconnaissance d'un sujet queer, un peu radical, révolutionnaire, qui critique le capitalisme, mais la mise en place de pratiques alternatives, de modes de vie alternatifs, etc. Bon, dans le cas de Carpenter, ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir toute une théorie sur les logiques coopératives, la critique des monopoles agricoles, de monopoles de la grande bourgeoisie, de l'industrialisation, etc. Mais à côté, il va vraiment militer, par exemple, avec d'autres, c'est jamais Carpenter tout seul, pour l'émergence, par exemple, de fonctionnement agricole coopératif, comme je le disais, de modes de vie où l'idée c'est qu'on s'approche quand même d'une économie de la subsistance telle que va le revendiquer, le théorise ou l'a pensé là récemment Geneviève Pruvot. L'idée ça va être, quand je dis économie, moi j'intègre la question économie domestique, par exemple, donc du recyclage, le fait de se débarrasser en fait alors lui il est vraiment dans une approche décroissante, donc c'est aussi particulier, et il a un calcul, l'idée c'est de décentraliser le pouvoir, de décentraliser, en fait c'est vraiment de l'écosocialisme, ce que va défendre Carpenter, qui est assez proche d'autres théories qui peuvent exister ou émerger à l'époque. Donc ça c'est un exemple rapide, mais par exemple ça on le retrouve chez Whitman ou dans les communautés qui émergent dans les années 60, 70, 80. Je pense par exemple aux communautés lesbiennes rurales ou aux tentatives et aux communautés gays rurales.
qui va être celle de créer un écosystème avec à la fois des fonctionnements en gratuité, où l'idée c'est de sortir des logiques marchandes qui sont aussi associées à une géographie, c'est-à-dire de sortir de la grande ville pour échapper aux logiques marchandes et aux logiques de consommation. Il y a une critique quand même assez forte de la consommation. Whitman parle du ghetto gay aussi parce qu'il le pense comme une métropole qui force à des formes d'exploitation multiples, mais aussi à des codes culturels et des codes commerciaux avec lesquels il faut pouvoir prendre de la distance. Donc lui aussi va développer tout un mode de vie avec ses camarades lié à des pratiques de maraîchage en autogestion, etc. etc. Autre exemple, à San Francisco, avant de déménager à la campagne, parce que Whitman il a un parcours assez large, il intègre une commune antimilitariste qui, elle, va être... En fait, il y a plusieurs mouvements à San Francisco qui sont assez intéressants, notamment celui des Diggers, qui est un mouvement qui place la question de la gratuité comme principe fondateur et structurant. Donc, qui va organiser des cantines, des distributions alimentaires, va fonctionner autour de logiques de dons, de troc, etc. Et ça, ces discussions-là, quand Whitman déménage dans la grande ville, avant de partir, donc il a quand même d'abord l'expérience de la grande métropole, il est baigné dans un certain nombre d'initiatives qui essayent justement de sortir de logiques marchandes, de financiarisation des services, etc., des services aux communautés, des services sociaux, etc. Et ça, il n'y a pas que les groupes gays qui le font. Les Diggers, c'est un groupe en fait inspiré d'une révolte anglaise du XVIIe siècle ou du XVIe siècle, si je ne me trompe pas, qui produit des journaux, des zines en autogestion, mais qui organise aussi des espaces. Et les Black Panthers, qui sont dans le même immeuble que le service d'impression des Diggers, mettent en place aussi ces services-là. Donc en fait, c'est intéressant de voir aussi que la question du territoire, de où circulent ces pratiques, elle met en relation différentes expériences minoritaires et différentes expériences politiques. Voilà, donc ça c'est un autre exemple. Et après, voilà, si c'est une théorie économique, la question de l'anticapitalisme, en tout cas dans les exemples que j'essaye de mettre en avant, elle est quand même très très présente. Après, voilà, avec un mode d'application dans le réel qui a ses limites, je veux dire, de toute façon. Mais par exemple, dans les communautés dans lesquelles j'ai été, moi, en 2016-2017, évidemment que la question des modèles économiques des communautés était un gros enjeu. C'est-à-dire comment on fait je parlais de la notion de refuge tout à l'heure, c'est comment on se crée un refuge suffisamment autonome et indépendant, susceptible de résister à des crises climatiques, économiques multiples, sans être attaché à des multiples formes de financiarisation et de modèles économiques extrêmement problématiques. Personne n'a vraiment répondu de manière idéale à cette question. Mais par contre, il y a plein de tentatives. Les communautés lesbiennes ont essayé de trouver des modes de retraite, location, parfois un peu... Parce que donc, ces communautés, par exemple, lesbiennes des années 70, il y en a certaines qui existent encore. Et donc, comment elles font pour survivre maintenant avec une population vieillissante et tout. Donc, parfois, on s'approche du Airbnb. Parfois, c'est un autre fonctionnement. La communauté dans laquelle j'ai été, c'était un fonctionnement mi-associatif qui fonctionnait sur des dons et du mécénat. Incendie de Californie, pandémie, ça n'existe plus. Donc, et la question de la fragilité et de la vulnérabilité, on retombe sur ce qu'on disait au tout début, des espaces que l'on se crée, évidemment, elle est essentielle, notamment quand on essaie de tisser des alternatives. Ce serait les éléments de réponse. Il y a aussi des exemples d'achat de terres de manière communautaire. Il y a tous les achats, voilà. La question de la propriété privée, de toute façon, elle est aussi un truc qui traverse toute l'écologie de manière globale, mais de comment on tisse d'autres manières de faire commun, d'acheter, d'occuper des terres, etc. Et là, il y a plein... Les modèles états-uniens que je connais, c'est plus sous les formes de trust, ou alors, parfois, c'est un propriétaire qui distribue des parts. Parfois, ça fout la merde, parce qu'en fait, il y en a un qui possède ou une qui possède le truc, et alors là, c'est... Voilà... Bon, là, j'ai pas vu de modèle idéal. Par contre, il y a des tentatives un peu différentes. Mais en tout cas, la question de la remise en question de la propriété comme socle du fonctionnement capitaliste, elle est évidemment très présente dans les modèles là, sur lesquels j'ai travaillé, les squats aussi. Enfin, bref, oui. Une autre question, remarque. Il y a une main levée là-bas. Oui, j'arrive tout de suite. Si jamais ça sera la dernière, parce qu'ils nous attendent pour l'apéro après.
Ce sera les discussions plus intimistes autour d'un verre. Oui, alors, je ne sais pas s'il marche ou pas. Pour moi, ça pose la question finalement de comment on fait société ensemble, quoi. Et puis, du coup, comment on fait politique aussi ensemble. Et du coup, ça interpelle aussi un peu le magistrat de la ville de Genève. Forcément que quand on répond à une crise climatique ou une crise écologique, une crise sanitaire, on va d'abord essayer d'apporter la réponse au plus grand nombre. Donc forcément que quelque part on oublie vite un peu les minorités parce que répondre à chaque minorité qui sont des cas individuels ou collectifs mais plus petits, ça prend beaucoup plus de temps. Et donc ça, pour moi, ça interroge sur comment organiser notre façon de faire société ensemble. Et du coup, la politique, c'est quand même faire société ensemble. Est-ce qu'il y a une évolution par rapport à ça pour que les minorités, finalement, puissent être prises en compte beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement? Et là, je fais encore le parallèle un petit peu avec l'agenda 21, quoi. Finalement, ville durable, les enjeux climatiques, écologiques, sanitaires, et puis les questions LGBT, elles ont été mises dans le même portefeuille, dans le même socle commun. On a compris ça, donc du coup, depuis pas mal de temps, et je pense pas seulement en ville de Genève, mais en même temps, j'ai l'impression un peu que les minorités, on doit se remettre aussi en question, parce qu'on est un petit peu hermétique aux autres minorités, quoi. Et si on regarde la population ce soir, on devrait avoir une population beaucoup plus large de minorités différentes qui sont touchées par l'agenda 21, par exemple. Je ne sais pas si tu veux réagir aussi, Monsieur Gomez, vous voulez prendre la parole sur cette... Alors moi, je peux répondre un petit peu, je vais faire moins un tunnel cette fois. Moi, je pense que le forcément, c'est le problème. Déjà, pour moi, c'est pas forcément, c'est pas parce qu'il y a des préoccupations spécifiques que déjà, c'est des préoccupations minoritaires. Je pense que déjà, il faudrait réussir juste à penser à la question de vulnérabilité différenciée dans un contexte de crise. Et je suis d'accord avec vous, qui ne touche pas uniquement les questions de sexualité, qui touche les questions de validisme, qui touche les questions de handicap, de précarisation, de personnes précaires, de populations précaires, racisées, etc. Donc pour moi, s'il y a à penser une gestion des crises, des canicules, d'une crise sanitaire, etc., c'est en essayant de dire, à quel endroit, sur quel territoire aussi, parce qu'en fait, au sein d'une ville, ces répercussions se jouent différemment en fonction de tel endroit où on est placé, du bâti, etc. Donc en fait, pour moi, il y a un travail d'enquête extrêmement précis qui doit se mener sur les territoires dans lesquels on vit, avec les populations, et un travail de sociologie aussi, de recouper, etc. Et pour moi, c'est le b.a.-ba d'un... Et je pense que le problème, c'est qu'on est tellement peu habitué à penser qu'on peut prendre en compte ces vulnérabilités-là qu'on considère que ça doit arriver dans un second temps. Mais c'est juste qu'en fait, déjà, le problème d'emblée a été posé depuis une perspective hégémonique dominante. Donc voilà, moi, j'aurais quand même tendance à dire, il n'y a pas de forcément, entre guillemets, c'est pas ce que vous vouliez dire, mais il faut repartir d'une analyse croisée des dominations. Et c'est pour ça que je suis entièrement d'accord avec vous. C'est important moi je trouve ça très je fais un tunnel. C'est important effectivement d'articuler les formes de domination, parce que c'est rarement une domination par ailleurs, hein. C'est aussi quand même une superposition de formes de vulnérabilité et de domination systémique. Donc là voilà. Et la dernière chose sur laquelle je voulais réagir, et j'ai oublié, désolé. En tout cas, ce que je trouve intéressant, c'est que quand on cherche à penser depuis les marges, en fait, on parle toujours des marges au pluriel et jamais depuis une marge, et que quand on interroge le centre depuis ses périphéries, en fait, elles sont forcément multiples, complexes. Parfois, elles se recoupent, parfois pas. Mais ça suppose un peu de se faire des nœuds au cerveau, ça fait des sacrés maux de tête. Mais c'est nécessaire. De dénouer un truc qui nous a été présenté comme un nœud qui maintient tout et qui tient. Mais en fait, non, peut-être qu'on a besoin de retisser un peu autrement. Et c'est bien parce que ça peut faire moins mal au crâne après quand on dénoue. Et voilà, c'était la dernière chose que je voulais dire, c'est le développement, le fait que vous l'ayez dans le même portefeuille. Moi, je trouve ça hyper intéressant de me dire c'est quoi le développement durable. Déjà, quel type de développement, mais ça, je ne rentre pas là-dedans. Mais surtout, quelles vies peuvent durer par rapport à d'autres. Quelles vies, et ça c'est Butler qui dit, quelles vies sont dignes d'être pleurées, ou quelles vies comptent, quel corps compte.
Et dans le durable, quelle vie on veut faire durer? Et pour moi, ça fait sens. On ne peut pas enlever le social de l'écologie et inversement. Enfin, ouais. Je vous passe la parole. Mais très rapidement, parce qu'il y a l'apéro, mais oui, on progresse. Mais comme l'histoire, c'est pas un long fleuve tranquille, elle n'est pas linéaire. Aujourd'hui, on assiste, et ça c'est clair, à une réaction. Ça c'est indéniable, on le voit dans toute l'Europe. Les attaques, effectivement, pas seulement contre les minorités, mais d'une façon générale, contre l'écologie, tout ce qui est le progrès ou le progressisme, je le mets entre guillemets, c'est sûr qu'aujourd'hui, on a à faire face, parce qu'on est justement en situation de crise. Et parce qu'on est en situation de crise, eh bien, on va se chercher toute une série de boucs émissaires, parfois pas très bien définis, vous savez. Les gens, avant, c'était les gens qui avaient un nez crochu et qui étaient mondialistes. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le wokisme. Et quand on demande c'est quoi le wokisme, les gens ne savent même pas nous répondre, en fait. Mais oui, on est sur une situation, aujourd'hui, où on doit faire face à la réaction, à une montée, pour le dire clairement, de l'extrême droite, de mouvements extrêmement durs. Mais je pense quand même que ce qui a été mené depuis il y a une quarantaine d'années sur l'ensemble de ces mouvements, on a considérablement progressé. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, on n'a pas à faire face à toute une série de défis. Et le principal défi aujourd'hui, c'est cette montée de la réaction, je ne sais pas comment l'appeler autrement, de la réaction qui est extrêmement violente. Mais pour ça, alors justement, la question de ce que certains, on peut l'appeler la conjonction des luttes, mais qui est plutôt, c'est effectivement ce respect de l'ensemble, de la diversité qui compose nos sociétés, ça c'est extrêmement important, de créer ensemble ce que vous disiez, société, et de s'unir là-dessus. Et Genève, alors, modestement, elle est super bien placée, dans tous les aspects, non seulement par son tissu associatif, par son histoire et par la composition de sa population. Je donne souvent comme exemple, en ville de Genève, le 50% de notre population n'a pas le passeport suisse. On est tous, et moi alors le premier, originaires d'ailleurs et avec des histoires complexes et qui nous ouvrent effectivement à cette possibilité de faire société ensemble, quoi. Merci beaucoup. Je voulais juste vous remercier et pour conclure, vous inviter à aller plus loin avec les livres de scie que vous pouvez soit acheter si vos moyens vous les permettent, sinon emprunter dans les bibliothèques municipales de la ville de Genève qui sont assez bien achalandées. S'ils n'y sont pas, demandez-les. Merci beaucoup. Si je crois que tu as une actualité littéraire, un livre qui sort prochainement dans les 6 mois, 1 an à venir. Donc on va continuer à te suivre, à te lire, peut-être à te réinviter si l'agenda 21 le veut. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir partagé ce temps avec nous et merci encore énormément à l'agenda 21 pour organiser ce type d'événement, c'est précieux. Donc merci beaucoup.